Alors, on a le grand plaisir d'accueillir Jenny Lezoma et puis Jean-Nicolas Côté de la ville de Magog qui vont nous présenter le projet L'Espace Saint-Luc, qui est donc un projet d'aménagement d'un îlot de fraîcheur qui va contribuer à la lutte au changement climatique et à l'adaptation. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que vous allez l'expliquer dans le détail, qui était fait en collaboration avec les citoyens. Et voilà, donc à vous la parole pour présenter ce magnifique projet Espace Saint-Luc à Magog, donc tout près d'ici. Merci. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous, ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, pour le plan de la présentation, on va commencer avec une mise en contexte un petit peu plus globale dans lequel s'inscrit le projet. Puis ensuite, on va voir pourquoi c'est important pour Magog d'avoir ce type de projet-là. On va vous décrire aussi un peu comment l'espace Saint-Luc a évolué, parce que ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. On a fait beaucoup de consultations justement avec les citoyens, donc voir où est-ce que ça évolue. Puis on va voir aussi où est-ce qu'on s'en va par la suite. Et il y a aussi beaucoup de partenaires, donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce projet-là, parce qu'on a vraiment une équipe multidisciplinaire qui va regarder plusieurs aspects sur le projet. On a un volet social aussi, pour intégrer en fait les gens, parce que l'objectif de faire un projet comme ça, c'est vraiment d'augmenter la qualité de vie de tout le monde. Et il y a aussi un volet scientifique dans lequel je contribue, parce que je suis aussi chargé de cours en changement climatique à l'Université de Sherbrooke, puis je fais un doctorat aussi sur la santé publique et les changements climatiques en ce moment. Et ensuite, on va vous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, une mini mise en contexte. En fait, qu'est-ce que sont les îlots de chaleur? Il faut savoir qu'avec les changements climatiques, on va vraiment avoir des vagues de chaleur de plus en plus intenses dans les prochaines années. Là, ce que vous voyez, c'est les projections d'Ouranos qui nous dit que le nombre de jours où la température maximale va dépasser les 30 degrés Celsius va tripler à l'horizon de 2041 à 2070. Donc ça va être extrêmement chaud. Et c'est vraiment des projections pour le Québec. Donc, ce n'est pas des projections là, au niveau mondial, parce qu'on sait que, surtout en Asie notamment, il va faire extrêmement chaud. Mais au Québec, on va aussi avoir ces problématiques-là. Et qu'est-ce qui cause en fait les îlots de chaleur en général? C'est vraiment un déficit de végétation. Et c'est pour ça que quand on a des endroits où c'est trop urbanisé puis on n'a pas assez de végétaux, bien, on peut avoir des différences jusqu'à 10 degrés Celsius entre notre îlot de chaleur et l'environnement périurbain. Et ça, si on combine ça avec en plus les vagues de chaleur qui s'en viennent, si on a des grands écarts de température, bien, on va excéder le 32 degrés Celsius, qui en général, c'est la température à laquelle on va avoir vraiment des effets sur la santé humaine. Donc, on essaie vraiment de refroidir au maximum les endroits. Et ça, c'est une des mesures d'adaptation, parce qu'on ne pourra pas contrôler à quel point le climat va pour l'instant. On essaie d'atténuer nos gaz à effet de serre, mais pour l'instant, ce n'est pas un franc succès, disons. Donc, on va espérer que dans les prochaines années, on va infléchir la tendance. Mais toujours est-il qu'il va falloir quand même s'adapter. Donc, une des façons de le faire, puis d'atténuer, en fait, ces hausses de température-là, c'est vraiment de réduire ou d'éliminer nos îlots de chaleur sur nos territoires. Okay. Donc, justement, au niveau de l'effet sanitaire, comme je le disais, à partir de 32 degrés Celsius, c'est là qu'on a des effets sur la santé. Et on a aussi des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ces aléas climatiques-là. Donc, on peut passer surtout aux personnes âgées, mais aussi tous les gens avec des maladies chroniques, donc des gens qui ont des maladies cardiaques, maladies rénales. On a aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, les vagues de chaleur vont vraiment avoir un impact très significatif sur eux. Souvent, ça va aussi pas forcément mener à une hospitalisation ou de la mortalité, mais ça peut quand même diminuer grandement leur qualité de vie ou il va falloir ajuster leurs médicaments. Donc, c'est quand même assez complexe. Donc, c'est pour ça que ces projets d'adaptation-là, ça a vraiment un effet concret sur la vie des gens, là. Et donc, justement, on est capable de cartographier, en fait, au Québec, les endroits où on a des gens qui ont des plus grandes sensibilités au changement climatique. Et malheureusement, en général, c'est étroitement corrélé avec les gens qui vivent dans des îlots de chaleur. Donc, ici, en plus, c'est comme un double. En fait, ils ne sont pas capables de s'adapter parce qu'ils ont soit des conditions chroniques au niveau de leur santé ou ils n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des aires climatisées ou de s'acheter des appartements qui sont dans des endroits avec plus de verdure. Donc, c'est pour ça que ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est vraiment que les gens qui habitent dans des îlots de chaleur, ça augmente les hospitalisations. Donc, ça aussi, ça a un coût pour la société s'il faut hospitaliser plus de gens là, quand il y a des vagues de chaleur.
Et justement, le contexte de la ville de Magog, parce que évidemment, les effets se font beaucoup ressentir, je dirais, à Montréal. Là. Eux, c'est comme l'exemple complètement extrême. Mais les villes en Estrie ne sont pas dénuées de ça. On peut penser à Sherbrooke. Et Magog aussi, on a certains endroits où il y a des vagues de chaleur et des îlots de chaleur. Donc, ce que vous voyez, la carte, en fait, c'est une carte qui a été produite par la CERFO, qui est le Centre de recherche en foresterie à Sainte-Foy, à Québec. Et on utilise en fait des images satellites pour être capable de faire ressortir les endroits qui sont susceptibles d'être des îlots de chaleur. Et comme je disais, c'est étroitement corrélé avec le fait d'avoir de la végétation ou pas. Donc, ce que vous voyez sur la carte, pour ceux qui sont plus familiers, c'est une carte qui date de 2012, donc ils ne la mettent pas à jour régulièrement, mais je dirais on a quand même l'ordre de grandeur là, avec cette carte-là. Donc, évidemment, tout ce qui est le centre-ville, où c'est fortement urbanisé, c'est un endroit où il y a des îlots de chaleur. Et tout le long de la 112 également, on a, surtout ce qu'on a beaucoup de centres commerciaux avec des stationnements puis de l'asphalte, ça, c'est vraiment les pires endroits pour les îlots de chaleur. Et là, je pense que c'est vraiment... Ah non, on va le voir dans la prochaine diapositive. Mais en fait, l'espace Saint-Luc est entre le centre-ville et le centre commercial. Donc, on va voir d'autres cartes plus loin. Et ce qui est intéressant, ce qui est à noter, c'est qu'à Magog, il y a le tiers de la population qui vont vivre dans un îlot de chaleur. Donc, on pourrait penser que Magog, justement, il y a beaucoup de verdure, donc c'est un problème marginal. Mais malheureusement, la densification de la population est à des endroits où on a des îlots de chaleur. Et en général, des fois, les gens vont se dire, c'est un peu ironique, on essaye de densifier, puis là, on manque de végétation, mais en fait, il y a des moyens avec l'urbanisme de pouvoir augmenter les couverts végétaux dans le cadre bâti. Puis quand on fait des développements, l'idée, c'est vraiment pas de dire qu'on ne doit pas faire de développement, c'est juste qu'on doit s'assurer que le développement va empêcher de ce qu'on appelle les externalités environnementales. Donc, on peut développer sans créer de nouveaux îlots de chaleur ou d'avoir des problèmes d'érosion sur le territoire. Il faut juste réfléchir un peu les projets, mais c'est vraiment possible, d'un point de vue scientifique, de le faire, d'équilibrer en fait les considérations environnementales puis le développement. Et aussi, on sait que Magog, c'est une population qui est plus âgée que le Québec. Donc, ça, c'est un des points qui ressort. Donc, on a beaucoup de personnes âgées de plus de 65 ans et plus. Et ça, évidemment, avec les tendances démographiques, ça va augmenter dans les prochaines années. Donc, on va avoir un peu un contexte où on va avoir plus de vagues de chaleur, plus de personnes âgées. Donc, c'est pour ça que c'est important de penser au territoire maintenant et non d'attendre qu'on va être au pied du mur, là, finalement. Et ce qui est à Magog, en fait, si on prend, et ça, honnêtement, c'est un chiffre qui est un peu grossier, c'est tiré des images satellites, donc il y a des façons d'avoir un portrait beaucoup plus précis. Ça, c'est vraiment juste pour se donner une ordre de grandeur. Dans le périmètre urbain, on a un 21 % de végétation. En général, ce qu'on veut viser, c'est entre 30 à 50 %. C'est pour ça que je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu la Ville de Montréal qui disent on veut avoir 30 % d'arbres d'ici 2030 ou ces cibles-là. En général, c'est issu de la littérature scientifique qui nous dit qu'à 30 % ça permet d'atténuer un peu l'effet des îlots de chaleur et ça nous permet aussi d'avoir plein d'autres co-bénéfices qu'on ne va pas tellement aborder là, dans la présentation aujourd'hui, mais on peut penser à l'érosion des sols. Quand on a des précipitations vraiment intenses, si notre eau va percoler dans nos rues, ça met vraiment beaucoup de stress sur nos infrastructures, sur les égouts, tandis que quand on a suffisamment d'espace vert, l'eau va être traitée sur place, donc ça diminue l'érosion, et ça peut aussi diminuer les inondations, les refoulements d'égouts. Donc, il y a vraiment un paquet d'avantages, en fait, à avoir un minimum de 30 % de végétation. Donc, c'est ça. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte par la Ville de Magog dans différentes politiques. Donc, on a la planification stratégique 2012-2030, on a la politique famille et aînés. Donc, vous allez voir, on a vraiment, pour les aînés, on sait que c'est eux les plus sensibles, donc le projet a été pensé pour eux aussi. On a le volet social, en fait, s'assure de bien les intégrer et de s'assurer que ce projet-là va vraiment rejoindre la population cible. On a aussi le plan directeur des parcs et espaces verts, évidemment, qui va gérer ces espaces-là. Et il y a le plan d'adaptation au changement climatique qui a fait pas mal tous les constats que je viens de vous dire. Puis vu que c'est moi qui l'ai rédigé, je vous dirais, je suis quand même assez au courant de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, OK. Donc, voici où est l'espace Saint-Luc. Okay. Il y avait la petite animation que j'avais manquée. Donc, vous voyez le cercle, là, en fait, c'est l'endroit où l'espace Saint-Luc va être aménagé. Donc, c'est l'ancien site des travaux publics. Et le contexte, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec les travaux des chercheurs de l'Université Laval qui ont fait l'Atlas de la vulnérabilité, qui était justement de faire ressortir les vulnérabilités sociales au niveau des changements climatiques. Donc, on s'est inspiré un peu de cette méthodologie-là pour faire ressortir un peu le portrait du quartier et voir est-ce que vraiment implanter ce projet-là à cet endroit-là, c'était optimal. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la réponse était oui. On a beaucoup de gens qui peuvent accéder à ce site-là à pied, en vélo, en transport actif.
Et il y a aussi beaucoup de personnes âgées autour qui vont pouvoir bénéficier. Il y a notamment, il y a un centre de personnes âgées pas très loin. Donc, c'est vraiment stratégique, en fait, de le mettre là pour que les gens puissent aller, même si on n'est pas capable de combattre l'ensemble des îlots de chaleur sur le territoire, là, les gens vont au moins avoir accès à des espaces de fraîcheur là, pendant la journée. Et oui, donc, comme je disais, ça va être... C'est bon. Merci. Donc, après cette mise en contexte, moi, je vais vous présenter un petit peu plus ce que va être, dans le fond, l'espace Saint-Luc. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'aménagement, le projet, c'est vraiment d'instaurer, d'aménager un espace de fraîcheur en remplacement d'un îlot de chaleur sur le territoire de la ville. Donc, le site que vous voyez en vert ici sur la carte à droite, c'est là que va être aménagé l'espace Saint-Luc comme tel. Pour les personnes qui connaissent Magog, dans le fond, vous voyez en haut de l'espace, c'est la rue Édouard. Il y a aussi le parc Maurice-Théroux qui est juste à côté. Il y a un bâtiment municipal qui est sur la rue Saint-Luc, le bâtiment qu'on voit à gauche. L'espace est vraiment vert là, sur la photo. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va la voir. Qu'est-ce qui fait de ce projet-là un projet, disons, innovant et différent? Bien, premièrement, l'aménagement va être vraiment un espace de fraîcheur, un espace vert. Ce ne sera pas un parc municipal comme la majorité des parcs qu'on trouve sur le territoire de la ville. Ça a été imaginé par les citoyens. Il y a eu des consultations publiques qui ont été faites. C'est aussi, comme Jean-Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, dans un secteur très urbanisé, dans un secteur vulnérable, parmi les plus vulnérables sur le territoire de la ville par rapport aux aléas climatiques. Donc, on voudrait justement apporter quelque chose pour réduire la vulnérabilité des aînés et favoriser l'insertion sociale tout en développant la capacité nourricière du quartier. Vous voyez ici l'espace Saint-Luc toujours en vert et un petit peu les alentours. Donc, tout ce qui est identifié en jaune, ce sont des écoles primaires et secondaires. En bleu, on a les résidences pour personnes âgées et en orange, ce sont des autres institutions, notamment la bibliothèque municipale et un CPE. Donc, on voit vraiment que dans un rayon accessible à pied ou à vélo, on va pouvoir, toutes les personnes qui fréquentent ces installations-là vont pouvoir aussi profiter de l'espace qui va être aménagé. On vous présente ici une photo de quoi ça a l'air, le terrain actuellement. Cette photo-là a été prise printemps 2022. Vous voyez en arrière, il y a une petite pile, il y a une pile recouverte de toile noire parce que le site, en fait, à cause de l'occupation qui a été faite avant. Il y avait les travaux publics, il y avait l'éco-centre de la ville aussi qui était là. Donc, il y a eu de la contamination avec de l'hydrocarbure. Donc, actuellement, on est en train de faire cette décontamination-là pour pouvoir faire les aménagements comme il se doit. Le projet a commencé, là, on a mis 2020 jusqu'en 2023. C'est vraiment la période où on travaille concrètement sur le terrain, mais ça a été déjà initié bien avant ça. Je vous parlais tout à l'heure de la phase de décontamination qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Donc, on est vraiment actuellement à la fin de cette décontamination-là. Cet automne, on va avoir fini, puis on va étendre la biopile que je vous montrais tout à l'heure pour avoir un niveau, le niveau, dans le fond, qu'on aimerait avoir pour faire l'aménagement. Et il va y avoir, après ça, un ensemencement pour stabiliser le sol. J'ai parlé des consultations publiques qui ont été réalisées à l'hiver 2023. Au total, c'est à peu près 400 personnes qui ont participé de différentes façons. Donc, on a fait des consultations publiques en ligne, en direct, donc ouvertes à tous. Il y a eu des consultations auprès des aînés. Il y a eu des consultations auprès de la commission jeunesse de Magog et aussi un sondage en ligne auquel plusieurs personnes ont pu participer.
La phase de verdissement, donc l'aménagement comme tel va avoir lieu en 2023. Et il y a à peu près une dizaine de partenaires qui collaborent avec la ville dans ce projet-là. De quoi va avoir l'air exactement l'espace Saint-Luc? Là, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, on voit ici toujours en vert l'espace qui est délimité. Je vais vous présenter quelques aspects bien intéressants. Donc, la surface au total est à peu près 22 000 mètres carrés, donc qui correspond à peu près 4 terrains de football. En bas, vraiment sur le bas, qui longe la voie ferrée existante actuellement. Donc, c'est là qu'on va faire la plantation comme telle, l'instauration d'une forêt urbaine qui va être là, sur une surface d'à peu près 6 000 mètres carrés. Ensuite, vous voyez traverser à partir de la rue Édouard jusqu'à la rue Brassard, il y a un sentier qui est vraiment un sentier fonctionnel. Un sentier qui a été fait vraiment rectiligne pour que les personnes qui veulent traverser rapidement puissent avoir cette possibilité-là sans empiéter sur la végétation qui va être en place. Au numéro 2, il y a une butte de glissade hivernale qui est prévue pour les enfants, donc pour le plus jeune. Il va y avoir, c'est sur les numéros 1 sur la carte, des murets de pierre. Quand on a fait les travaux de décontamination, on a dû excaver des grosses pierres sur le site. Donc, on les a mis de côté et on va justement les réutiliser sur le site pour faire l'aménagement. Les sentiers qui sont en brun, ce sont des sentiers qui vont être couverts de copeaux de bois, de paillis, qui va permettre justement aux personnes qui voudraient prendre plus le temps de profiter de l'espace et non pas traverser tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y en a qui va pouvoir permettre d'accéder au parc Maurice-Théroux. Il va aussi y avoir le sentier qui va aller au numéro 16 et 4. Il va y avoir des tables de jeu. Il va y avoir aussi un espace pour des classes extérieures. Et bien évidemment, le sentier va permettre aux personnes qui le souhaitent de traverser la partie forêt urbaine. Le numéro 14 est prévu pour un espace d'exercice, donc un parcours d'entraînement. Ensuite, numéro 8, c'est l'espace qui est prévu pour tout ce qui est agriculture urbaine. Donc, il va y avoir un espace clôturé qui va être réservé pour les personnes qui participent à l'agriculture urbaine, mais il va y avoir quand même aussi de la plantation comestible qui va être accessible à tous, qui ne sera pas dans cet espace-là clôturé. Enfin, on va voir dans la section 10, table à pique-nique, dans la section 9, où on verra la mise en valeur d'une section de la voie ferrée. Quand on a fait aussi les travaux de décontamination, encore une fois, on s'est rendu compte que sur le site, en fait, il y a une section de l'ancienne voie ferrée qui est encore là. Donc, c'est un élément patrimonial qui va être mis en valeur pendant l'aménagement et on va aussi vraiment le mettre en évidence pour que les personnes qui vont utiliser le site, les usagers, vont pouvoir en être au courant. Finalement, ce que j'ai à vous présenter sur le plan, c'est le numéro 7 et le numéro 12. Donc, en fait, oui, j'ai dit finalement, mais j'ai une dernière chose après. Le numéro 7, c'est un bassin de rétention. Numéro 12, c'est une noue. L'objectif de tout ça, c'est que l'eau de surface qui va tomber sur le site est aussi provenant du stationnement qui est entre le parc Maurice-Théroux et le bâtiment à côté. L'eau de surface va vraiment être gérée sur le site. Donc, on fait cet aménagement-là pour alléger justement les grandes quantités d'eau qui s'en vont directement dans les égouts municipaux parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour les infrastructures et ça apporte aussi beaucoup de sédiments. Enfin, une des choses qui est le plus importante que j'allais oublier, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le parc ne sera pas un parc municipal comme ce qu'on voit habituellement. Donc oui, il va y avoir de l'espace qui va être gazonné, mais ce ne sera pas du gazon partout. On va avoir justement des pré-fleuris, des aménagements qui va nécessiter moins d'entretien. La conférencière avant nous, tout à l'heure, parlait justement de moins entretenir, moins tendre le gazon et tout ça. Donc, on va aussi intégrer ces nouvelles façons de faire là à l'espace Saint-Luc.
qui sont les partenaires? Le projet est un projet d'envergure qui s'échelonne sur plusieurs années. C'est un travail d'équipe. À la ville, il y a plusieurs divisions qui sont impliquées, mais aussi il y a des partenaires externes que je vous présente ici rapidement. Donc, il y a l'Association québécoise des droits des retraités et pré-retraités qui est partenaire. Il y a l'Université de Sherbrooke à travers le Centre de recherche sur le vieillissement, le Centre universitaire de formation en environnement et en développement durable, et avec la collaboration de Jean-Nicolas. Il y a aussi le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Il y a le CEPOP, qui est un organisme ici sur le site de la ville de Magog. Il y a Arbre Évolution et le CEMOIR, qui est présent ici à la foire. D'ailleurs, ils ont un kiosque à côté si ça vous intéresse d'aller en savoir plus sur ces deux organisations-là. La Forêt qui marche aussi, qui est présente, qui a un kiosque à côté. Ils vont d'ailleurs, ces deux organismes-là, participer à un panel à la fin de la journée. Et il y a Action climatique, qui est le consultant qui accompagne la ville à travers Rousseau-Lefebvre et CCG. Il ne faut pas oublier le ministère de l'Environnement, bien évidemment, parce que le projet d'aménagement ainsi que les travaux de décontamination sont financés par le ministère de l'Environnement. Et l'aménagement comme tel est vraiment financé dans le cadre du programme Climat Municipalité Phase 2. Ce qui m'amène à vous présenter un volet, le volet social. Donc, pour le volet social, je vous présente trois aspects, les principaux. L'aspect de la plantation. On veut créer une forêt urbaine, on veut avoir de la végétation parce qu'on sait, comme nous l'a expliqué Jean-Nicolas, que plus on a de la végétation, plus on va avoir de la fraîcheur, plus on va contrer les îlots de chaleur. Donc, la ville de Magog, comment dirais ça, c'est entendu avec Arbre Évolution, qui a un programme de reboisement social et aussi en collaboration avec la Forêt qui marche. Ce qui est important à retenir avec ça, dans le fond, c'est que, de un, avec ce programme-là, on va pouvoir, et la collaboration aussi des deux organismes, on va pouvoir planter plus d'arbres, plus de végétaux avec un même budget. Si la ville n'avait pas eu cette collaboration-là, il y aurait moins d'arbres et de végétaux qui seront plantés avec le budget qui était disponible. Et je lance déjà l'invitation, même si les activités de plantation ne se feront qu'au printemps 2023, pour les citoyens, les organismes, toutes les personnes qui voudraient participer. Au printemps 2023, on va vous solliciter justement pour donner un coup de main pour faire ça. Ça va vous permettre de réaliser un geste concret sur le territoire de votre ville, mais aussi faire quelque chose en faveur de l'environnement. La Forêt qui marche, brièvement, le principe de la collaboration avec eux, c'est que eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est aller cueillir des végétaux sur les terrains qui sont prévus pour des développements. Donc, avant que l'on soit obligé de couper les arbres, on va aller chercher ce qui nous convient pour aller le replanter. Donc, on va faire ça dans le cadre de l'espace Saint-Luc qui va nous permettre, encore une fois, de sauver des végétaux, d'en planter plus sur l'espace et aussi de voir comment les végétaux, justement, se comportent quand on fait cette activité-là de déplacement, de cueillette et de plantation. Il y a le côté de l'agriculture urbaine, donc avec le CEPOP qui va permettre justement, le CEPOP a déjà plusieurs installations sur le territoire de la ville en agriculture urbaine, mais là, on va aussi en rajouter de l'espace pour que le CEPOP puisse avoir plus de personnes intégrées. Ils intègrent des personnes qui reviennent sur le marché du travail ou bien qui reviennent qui reviennent à l'école, dans le fond. Donc, ça va aussi donner l'opportunité à des personnes, parce que les récoltes vont être mises en vente, de pouvoir manger de façon locale, biologique et de bonne qualité. Enfin, la QDR, on parlait tout à l'heure d'intégrer les aînés dans cet espace-là, dans l'aménagement, parce que c'est très important, justement, l'intégration générationnelle. Donc, le parcours d'entraînement, il va être accessible à tous, mais il va être vraiment adapté pour les aînés. Donc, avec la QDR, vous voyez sur les images ici, c'est un site qui existe déjà, à titre d'exemple, sur le sentier de l'étang à Saint-Étienne de Bolton,
Donc, ce qu'on va faire, c'est que les aménagements qui vont être là, les bancs pour s'asseoir et tout ça, on va rajouter des panneaux qui vont suggérer des exercices. Donc, la personne, par exemple, qui va faire une marche, s'assoit, peut faire quelques exercices, après se reposer, puis continuer, puis peut en faire d'autres sur le sentier, en faire un, en faire deux. C'est vraiment selon comment la personne se sent et ça peut se faire de façon autonome. Ça peut se faire individuellement, comme ça peut se faire en groupe aussi. Voilà, on va passer au volet scientifique. Merci. Donc, en fait, comme je l'expliquais tantôt, l'objectif, en fait, c'est aussi de protéger les personnes plus sensibles aux aléas climatiques, dont les personnes âgées. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel au Centre de recherche sur le vieillissement pour vraiment, en fait, évaluer les éléments, voir si le projet va vraiment aider notre population cible, finalement. Et il a, d'un autre côté, puis ça c'est la partie de laquelle moi je m'occupe, c'est on a mis des capteurs de chaleur partout dans le quartier pour vraiment évaluer à quel point l'effet de refroidissement va être important en fonction de notre plantation. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'il y a très peu de données dans la littérature scientifique au Québec. On a beaucoup de données en Chine et partout ailleurs où on sait que ça fonctionne bien, mais pour le climat québécois avec nos végétaux, parce que ça peut être quand même assez complexe. Là, on vous dit qu'il faut planter des végétaux, donc ça va diminuer les îlots de chaleur, mais ça dépend, parce qu'en fait, le processus pour aider à rafraîchir le quartier, c'est vraiment que les arbres vont faire ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Donc, c'est exactement comme les humains. Donc, nous, quand on a chaud, on va transpirer. Puis c'est cette eau-là qui permet d'extraire la chaleur. Donc, c'est la même chose pour les arbres. Ils vont puiser dans leur réserve d'eau et ils vont pouvoir extraire la chaleur pour rafraîchir le quartier en même temps qu'ils permettent de faire de l'ombre. Donc, si on a de la végétation qui est mal adaptée ou des fois, les gens ils vont mettre du gazon puis ils vont se dire « Ah, bien, ça va atténuer les îlots de chaleur », malheureusement, si votre gazon est sèche puis il n'y a plus d'eau dedans, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça prend c'est pour ça qu'on a beaucoup de partenaires aussi en termes de plantation, puis il y a vraiment tout un travail scientifique en arrière pour s'assurer qu'on plante les bons végétaux qui vont être résistants au changement climatique, mais qui vont aussi optimiser notre adaptation. Et ces capteurs-là, bon, en fait, ça, c'était l'état du site. Et ce qu'on a découvert, c'est parce que ça fait 2 ans, en fait, que j'ai mes capteurs, parce que l'idée, c'était d'avoir des données de référence. Et je peux comparer les données du capteur avec la station météorologique d'Environnement Canada qui est proche du lac Memphremagog. Et ce qu'on voit, c'est que la différence moyenne pendant l'été est d'environ 3 à 4 degrés Celsius plus chaud à l'espace Saint-Luc qu'au lac Memphremagog. Puis pourtant, on est à moins de 2 km de distance. Donc, c'est quand même, ça peut être quand même assez impressionnant. Et ça, c'est vraiment une moyenne, le 3 à 4, parce que puis ça, on va le voir dans la diapositive suivante, là. On a quand même atteint des pics où la température la plus chaude était autour de 40 degrés Celsius dans le quartier autour de l'espace Saint-Luc. Et ça, c'était une différence de 11 degrés Celsius entre mon capteur puis la station météorologique d'Environnement Canada. Donc ça veut dire que concrètement, quand vous regardez sur votre cellulaire puis on vous dit qu'il fait 30 à l'extérieur, bien, ça se peut que dans les îlots de chaleur, si les conditions sont réunies, il peut faire jusqu'à 40. Donc, c'est extrêmement chaud. Et pour les îlots de chaleur aussi, il y a plein d'autres phénomènes. Des fois qu'on ne pense pas, il y a la voiture automobile. Donc, les moteurs, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, c'est ce qu'on appelle des sources anthropiques qui peuvent augmenter l'effet d'îlots de chaleur. Il y a aussi toute la climatisation, parce que quand vous sortez la chaleur de votre maison, il faut qu'elle aille à quelque part. Et il y a aussi comment les bâtiments sont placés. Parce que ce qu'on regarde avec mes données, ça, c'est vraiment dans les pires conditions. Mais par contre, si on a une journée qui fait très chaud, mais il y a des grands vents, ça permet une circulation d'air, bien là, on n'atteint pas ces différences-là. Donc, c'est vraiment très dynamique, les phénomènes d'îlots de chaleur. Et ici, c'est un exemple pour vous montrer que quand la température est à 20 degrés Celsius proche du lac Memphremagog, en général, les températures vont être entre 2 à 5 degrés Celsius plus chaud sur le site. Mais par contre, plus il fait chaud, plus l'intensité des îlots de chaleur est intense. Donc, quand on est à 30 degrés Celsius, en général, on va être beaucoup plus entre le 5 et le 10 degrés Celsius supplémentaire à l'espace Saint-Luc. Donc, ça aussi, il faut faire attention s'il y en a qui regardent dans les études où vous voyez des fois des chiffres à gauche et à droite, puis les chiffres semblent bouger beaucoup. C'est vu que c'est un phénomène extrêmement dynamique, bien, il faut quand même prendre ces chiffres-là avec, pas avec un grain de sel, mais ce n'est pas des valeurs absolues. Donc, ça bouge dans le temps. L'important ici de retenir, c'est vraiment l'ordre de grandeur. Donc, de se dire qu'on excède le 32 degrés Celsius où ce que les impacts sanitaires se font sentir. Donc, on sait qu'on doit agir, nonobstant qu'on soit à plus 5 ou plus 6 degrés Celsius. Le projet est vraiment important à ce niveau-là. Les prochaines étapes? Oui. Les prochaines étapes, donc, qu'est-ce qui va se passer 2023-2024?
Ben, tout d'abord, il va y avoir une capsule vidéo qu'on est en train de tourner. D'ailleurs, vous avez vu l'équipe technique qui était passée tout à l'heure avec l'humoriste Liliane Blanco-Binette. Puis aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de tournage est sur le site pour un Vox Pop. Donc, s'il y en a parmi vous qui êtes intéressés à participer à ce Vox Pop-là, donc on vous encourage à aller solliciter l'équipe sur le terrain. La capsule vidéo va être disponible au printemps 2023. C'était aussi à ce même moment-là qu'on va faire la plantation sociale. Donc, je réitère mon invitation de tout à l'heure pour les personnes qui sont intéressées. Mettez-le dans votre agenda et suivez les publications de la Ville par rapport à ça. Travaux d'aménagement prévus pour 2023 aussi, ça va être beaucoup plus été-automne. Ainsi que l'agriculture urbaine, donc, qui va être concrètement sur le site aussi à partir du printemps-été 2023. Il va y avoir aussi des animations qui vont être faites dans les écoles et sur le site même de l'agriculture urbaine. Du point de vue de la culture, un jeu de mémoire géant va être installé sur le site, plus en 2024. Ce jeu de mémoire-là va être utilisé par la division de la culture de la Ville pour justement faire passer des messages du point de vue culturel, mais aussi des messages d'éducation, de sensibilisation qui vont être liés à l'environnement. Donc, ça va être quelque chose qui va être dynamique, si je peux le dire comme ça, dans le sens que la structure va être la même, mais ce qui va être affiché, ce qui va être utilisé dessus va changer avec le temps. Puis enfin, bien évidemment, les mesures de température, les capteurs que Jean-Nicolas avait expliqué tout à l'heure, bien, ça va continuer sur plusieurs années. Parce qu'à partir du moment où on va avoir de la plantation 2023-2024, donc là, on va avoir de la végétation. On s'attend justement à ce que les mesures de température changent. Et on va aussi pouvoir le regarder dans le temps parce qu'évidemment, les végétaux grandissent. Donc, au fur et à mesure que ça grandit, que les arbres grandissent et que la surface va être plus verte, donc on va voir comment va évoluer la température sur place et aussi la différence avec les références qu'on a mesurées avant l'aménagement et la référence qui est ici au bord du lac. Voilà, c'est ce qui met fin à notre présentation. Merci de votre attention. Si vous voulez suivre l'évolution du projet, bien, je vous invite à regarder sur le site Internet de la Ville de Magog dans la section Grand Projet. Merci. Merci. Oui. Je pense pas que le micro marche. Le micro, je ne sais pas si ça marche ou non. Le technicien est sorti. Ah, il est au téléphone, je pense. Sinon, je peux répéter la question. Ouais. Ah, OK. Oh, merci. Je vais avoir une couple de questions, mais... Oui, alors là, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Je vous félicite pour le projet d'espace Saint-Luc. Je vous félicite aussi parce que je sais que vous avez conçu le plan d'adaptation au changement climatique. Mm-hmm. Par exemple, en même temps, votre plan, ils disent que la façon la plus efficace et la moins coûteuse pour la ville, c'est de préserver les milieux naturels, les milieux humides, les bancs riverains et la biodiversité qui existe déjà à Magog. Oui. Donc, je vous parle du projet de bêche de Hadley qui va détruire une forêt entière Mm-hmm. où on a un îlot de fraîcheur. Ça va convertir cet espace-là dans un îlot de chaleur. Je ne comprends pas la contradiction entre détruire encore plus de couverture forestière, comme il y a aussi le projet de 2 arénas à La Ruche, qui va aussi détruire des centaines d'arbres. Je ne comprends pas la contradiction entre détruire ce qui est déjà là. Je suis d'accord qu'il faut revégétaliser, mais pas continuer à détruire les espaces verts qui nous restent. Mm-hmm.
Bien, ça, en fait, c'est difficile à répondre parce que ça dépend vraiment des projets. Parce que, comme je vous disais, le plan d'adaptation, ces données-là de revégétalisation puis tout ça, c'est tiré des lignes directrices du gouvernement fédéral qui nous dit qu'on doit préserver de 30 à 50 en fait, le couvert. Eux, ils parlent par bassin versant, mais en général, on peut aussi subdiviser justement par quartier pour voir. Puis en général, ce qui va nous dire si oui ou non on a dépassé, c'est un peu la carte comme les îlots de chaleur que je vous ai montré. Donc, avec les images satellites, on est capable de voir justement les transferts radiatifs au sol. Donc, ça nous permet un peu de s'organiser comme ça. Donc, ce que le plan disait, c'est que faites attention justement quand vous développez, vous devez évaluer ça. Est-ce qu'on a dépassé, en fait, ce qu'on appelle la capacité de support, finalement, de l'écosystème qui est en place? Donc, pour moi, c'est vraiment difficile de vous répondre parce qu'en ce moment, je travaille à temps plein à l'Université de Sherbrooke. Fait que je ne fais pas des suivis par projet, là. Fait que moi, mes recommandations, c'était vraiment global. Puis c'était vraiment comme à la ville, par la suite, d'évaluer ces projets-là, puis de voir aussi l'effet cumulatif de plusieurs projets de développement, effectivement. Donc, des fois, on peut se dire, ah, bien, on enlève juste 1 hectare, c'est pas si pire. Puis après ça, on enlève 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare, puis on est rendu à 10 hectares. Fait que c'était vraiment juste pour sensibiliser. Le plan, je ne me suis pas attardé à des projets précis parce que j'avais pas le temps. Là. C'était déjà assez de juste... Donc là, c'était de fournir des outils pour évaluer ces projets-là. Fait que comme moi, je ne suis pas sur les comités qui évaluent ces projets-là, je ne peux pas vous dire c'est quoi les données qu'ils ont, comment ils ont évalué les projets. Fait que je vous dirais, ça peut sembler contradictoire. Si eux, ils ont les données puis ils ont évalué qu'effectivement, on pouvait se permettre de rogner un peu sur la verdure, puis il va en rester assez, puis après ça, on arrête là, pour garder le 50 ça peut être correct. Sinon, ben, il faudrait voir justement comment ils ont fait les calculs. Ça, je ne peux pas répondre pour ça. Ben, je ne sais pas, habituellement, je pense que c'est le conseil de ville qui font leur. Dans le fond, qui décide de ces projets-là. Là. Donc, j'imagine que c'est plus les politiciens, en fait, qui font ces décisions-là. Là. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve le projet très emballant. Moi, j'ai fait partie des consultations publiques. J'ai hâte de voir la suite. Puis je passe là tous les jours, moi. Alors, donc, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une chose que je voudrais savoir, c'est combien de temps est prévu pour le projet, sur combien d'années. Puis la personne qui vient de parler m'a fait réfléchir beaucoup parce que est-ce qu'il y a une politique de coordination de projet et de préservation qui est prévue? Parce que ça, c'est un projet très innovateur, mais si on travaille justement juste en îlot, ça va être difficile pour l'avenir de tout le monde. Alors, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Ben, je peux vous donner des éléments de réponse, en fait. Oui, ce projet-là c'est un projet pilote. C'est le premier de ce genre-là sur le territoire de la ville de Magog. Puis, à ma connaissance, quand on l'a initié, c'était aussi le premier au Québec. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont commencé à y penser, mais je ne suis pas au courant. Mais à l'initiation, c'était vraiment le tout premier. Ce qui fait aussi la particularité du projet, c'est vraiment le fait qu'on est parti dans le terrain. La ville a reçu une subvention du ministère de l'Environnement pour décontaminer le terrain. Et cette subvention-là a été conditionnelle à ce que le terrain soit utilisé puis aménagé pour que ce soit un projet d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait là. Pour répondre à votre question, à savoir que ce n'est pas qu'il ne faut pas justement qu'on gère par îlot, oui, on est conscient de ça. Et justement, ben nous à la Ville, parmi les prochains projets sur lesquels on va travailler dans les prochains mois ou aussi les prochaines années, c'est de faire l'évaluation globale sur tout le territoire de la Ville, à savoir, ben, OK, c'est où que sont les endroits qui sont à préserver. C'est où qui sont les endroits qui devraient être restaurés ou bien aménagés justement pour qu'on ait des îlots comme ça, puis des aménagements comme ça à des endroits stratégiques sur le territoire de la ville. Donc, cette évaluation-là, ça va se faire pour justement aboutir à un plan qui va nous permettre de faire des aménagements comme ça, non pas juste une fois dans l'histoire de la ville, mais que petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ben, on va avoir un plan, savoir, ben, OK, là, c'est l'espace Saint-Luc. Cette année-là, on va avoir un autre endroit similaire à un endroit qui va être déterminé sur le territoire de la ville. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Puis je peux peut-être rajouter aussi, parce que quand on parle de justement travail en silo puis tout, je pense qu'il y a une problématique aussi beaucoup au niveau provincial, parce que la ville se débrouille dans un cadre
qui est quand même assez limité. Puis ce qu'on voit, c'est que souvent, le gouvernement provincial va donner justement des petites subventions. Puis là, on a 6 mois à peu près pour se retourner de bord, pour monter un projet de A à Z pour avoir cette subvention-là. Un an après, ça n'existe plus. Ça va être un autre projet que les politiciens vont... Fait que c'est très difficile de prévoir d'avance, justement, d'avoir une politique intégrée. L'idée, en fait, dans le plan, ce qu'on recommandait, c'est ayez des projets dans les cartons, puis quand les subventions, bien, allez-y. Mais c'est ça qu'il n'y a pas cette vision intégrée-là pour le Québec au complet, pour justement préserver l'usage du territoire. Fait que je pense que la Ville travaille aussi dans un cadre qui n'est pas facile, parce que ça serait plus facile si ça venait d'en haut. Mais si vous regardez les plans environnementaux, en fait, de la CAQ, là, je vous dis, les sommes sont absolument dérisoires pour tout ce qui est protection de l'environnement, mais ils ont genre 10 milliards pour un troisième lien et autres. Là. Fait que les sommes ne sont pas là, malheureusement. Fait que si on avait un gouvernement qui aidait les municipalités aussi, ça faciliterait la vie de tout le monde. Fait que je pense que tout le monde est vraiment de bonne foi dans ces éléments-là, mais c'est ça, on est un peu coincé par des considérations extérieures. D'autres questions? Moi, j'en aurais une couple de questions. Ben oui, allez-y. Par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a une approche régionale aussi, puisque la municipalité de Magog est dans une grande région? Donc, on a parlé du Québec et de l'argent qu'il y a ou qu'il n'y a pas par rapport aux gens qui sont au pouvoir, ça c'est une chose. Mais il peut y avoir l'intérêt aussi d'avoir une vision régionale, donc des projets qui sont concertés. Première question. Deuxième question, je me demandais le fait d'avoir travaillé avec les citoyens, en quoi ça a influencé le projet qu'on a maintenant, que vous nous avez présenté, qui a toutes sortes de dimensions super intéressantes. Est-ce que ça a fait changer quelque chose, tu sais, comme Madame était là, dans le projet, juste par intérêt personnel? Puis si on parle de vulnérabilité, puis on parle de personnes âgées, bon, est-ce que vous avez une analyse plus genrée, c'est-à-dire dans les populations plus âgées, il y a une majorité de femmes. Est-ce que vous avez réfléchi dans cette direction-là, peut-être pour avoir certaines mesures qui tiennent compte de ces considérations-là? 3 questions. Je peux répondre à 1, 3, tu réponds à 2. Ou tu voulais répondre à... Ben, moi, je répondrai à 2. À 2? Oui, c'est ça. Fait que je réponds à la première. En fait, la première question, c'est est-ce qu'on a une initiative régionale? La réponse, c'est oui, parce qu'en fait, la MRC de Memphremagog, en partenariat avec Ouranos, qui est le consortium sur les changements climatiques, ils ont fait une démarche autour de 2020-2021 où ils ont pris plein d'étudiants à la maîtrise à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke. Et ils ont fait un ramassis de connaissances, en fait, avec toutes ces mémoires de maîtrise-là. C'est la MRC ont ça. Puis nous, quand on a fait le plan d'adaptation, évidemment, on les a consultés pour justement essayer de faire des partenariats. Je dirais que malheureusement, avec la pandémie et plein d'autres éléments, pour l'instant, j'ai aucune idée c'est rendu où, mais je peux vous dire que oui, ça se parle. Oui, il y avait un plan de faire un plan, finalement. Là. Donc, ouais, c'est ça. Au niveau régional, il devrait se passer quelque chose, mais je ne peux pas vous dire quand, parce que honnêtement, je pense que ça fait 1 an que je n'ai pas parlé à la MRC, mais je sais qu'il y a ces initiatives-là, parce que si on ne se coordonne pas, ça va être plus difficile. L'idée, c'est de mettre aussi en commun nos ressources. Là. On a parlé aussi à la ville de Sherbrooke, même si ce n'est pas la MRC, pour essayer de coordonner nos mesures. Oui, pour la question numéro 2, ben oui, effectivement, pendant les consultations publiques, moi j'ai participé à la consultation qui était en direct, qui était en virtuel, parce qu'on était dans la période de la pandémie, malheureusement. Puis, les participants qui étaient là, dans le fond, ont eu l'opportunité de dire... les questions étaient vraiment très, très larges. Il y avait plusieurs thèmes. Donc, par exemple, si je prends l'aménagement, on a posé la question aux participants à dire, ben, OK, dans cet espace-là, qu'est-ce que vous voulez avoir? Par exemple, est-ce que vous voulez avoir des balançoires? Est-ce que vous voulez avoir des tables à pique-nique? Des questions comme ça. Donc, les participants ont eu l'opportunité de vraiment exposer toutes leurs idées. Et à partir des idées qui en sont ressorties de cette consultation-là, puis les autres questions qui ont été posées en ligne et dans les groupes bien spécifiques, ben c'est à partir de tout ça que le consultant, en fait, a fait une ébauche du plan qui a évolué au fur et à mesure parce que, bien sûr, il y a les idées qui sont là, avec lesquelles on était partis, mais il a fallu aussi regarder la faisabilité technique. Donc, concrètement, quand on va être sur le terrain, est-ce qu'on est capable de réaliser ce qui a été fait? Et il y a aussi, bien évidemment, je ne peux pas le nier, les contraintes financières.
Donc, c'est à travers de ces 3 volets-là qu'on a travaillé, puis ça a pris même beaucoup plus de temps qu'on le pensait, parce que je pense que ça nous a pris quasiment 1 an à partir de la consultation jusqu'à avoir un plan concept qu'on avait présenté auprès des élus de la ville et quelques mois après pour arriver au plan qu'on vous a montré tout à l'heure. Puis pour répondre à la dernière question, en fait, c'est exactement mon projet de doctorat. C'est ça que je fais. Je fais de la modélisation, en fait, des impacts sur la santé publique en fonction des changements climatiques. C'est quand même assez complexe parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment essayer de prédire les hospitalisations puis la mortalité en fonction de paramètres climatiques puis des données socio-économiques. Puis on a des algorithmes pour faire ça. Puis ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même difficile pour l'instant parce qu'on manque. C'est un peu absurde à dire, là, mais on n'a pas beaucoup de puissance statistique en ce sens qu'il y a tellement peu de vagues de chaleur présentement que c'est très difficile de faire ressortir ces différences-là, je vous dirais, au niveau des gens de la population âgée. Donc, nos modèles, en ce moment, je devrais publier à l'hiver, là, mais on est capable d'avoir des grandes tendances qu'effectivement, là, il y a vraiment une cassure entre 65 et 75 ans, 75 ans puis 84 ans et 85 ans et plus. Il y a vraiment une courbe là, exponentielle au niveau de l'effet sur la santé. Mais on a eu beaucoup de difficultés à faire ressortir ces différences de genre-là parce qu'on n'a pas des échantillons assez élevés. On peut présumer qu'effectivement, plus de femmes statistiquement vont être plus impactées. Fait que c'est des questions qui sont super intéressantes, mais c'est des questions qui sont très difficiles à répondre au niveau scientifique. Oui, comme les considérations socio-économiques aussi. Hein? Oui, exact, c'est ça. C'est quand même une population âgée, mais assez aisée, je dirais. Bien, ça dépend des secteurs. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on vous remercie infiniment. C'est un Merci très, de votre très beau présence. projet. Merci beaucoup. On a hâte de voir ça sur le terrain. Oui. Et puis, alors, à 12h30, donc dans une dizaine de minutes, là, je m'étais trompée tout à l'heure, c'est sur une approche au niveau des maisons écologiques. Donc, 12h30, et merci encore.